If you only knew how much money they have taken from me, how much they have stolen from me, I should have been able to retire 20 years ago with the money I've made. La résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents. Et qu'est-ce qu'il y a de plus torrentiel que l'industrie musicale et ses multiples guerres? After 40-something years in the business, I'm like, well, why? Where are my royalties going? Because I'm not getting this. Come to find out, Universal Music has been receiving all my royalties. So what I'm doing now is whatever is necessary to make sure they pay me for the legacy of my life, for my children and my grandchildren. Ça, nous, on le sait, mais la petite Angela Laverne Stone, qui naît dans les rues de Columbia au début des années 60, n'est pas forcément consciente de ça. Elle grandit dans l'école du gospel, elle est tout le temps à l'église, elle aime la soul, elle est passionnée par ça. Et donc du coup elle a cet attrait presque totalement fou, presque magnétique, presque amoureux, sentimental, ce qu'on a vous et moi, vous qui êtes abonnés à la chaîne, pour la musique. Elle veut faire carrière dans la musique et c'est comme ça que petit à petit elle fait des rencontres. Elle va rencontrer deux jeunes femmes, Cheryl et Gwendoline. Elle va s'appeler NGB et elles vont devenir le premier groupe de rap féminin signé. Elles s'appellent à l'époque The Seconds. Elles sont signées sur le fameux label Sugar Hill Records avec le fameux tube, je sais que vous le connaissez, Rapper's Delight, venant du groupe Sugar Hill Gang, qui est l'un des premiers tubes de hip-hop en 1979. Et la petite Angie est là dans la mouvance, elles kick, elles écrivent ensemble, elles vont avoir un tube qui s'appelle Funk You Up. Mais elles n'ont pas forcément énormément de reconnaissance et elles sont souvent un peu prises comme des nègres parce qu'on se rend compte que Angie Stone a une très bonne oreille et elle commence à écrire. Elle écrit donc des titres pour elle, pour son groupe, mais aussi parfois pour Sugar Hill Gang. Sauf que, comme souvent, elles sont pas créditées. Elles les écrivent parce qu'elles sont jeunes, parce qu'elles aiment la musique. Et les gars de Sugar Hill Gang utilisent des chansons sans jamais les citer. Toutefois, dans cette mouvance-là, le label se rend compte que Angie a beaucoup plus de talent que les autres. C'est pour ça qu'à la séparation de la formation, elle reste dans l'industrie et elle devient un peu une femme de l'ombre. Première chose, elle change du rap au chant, c'est-à-dire qu'elle chantait déjà dans des sequences, mais elle chante beaucoup plus. Maintenant, d'ailleurs, elle devient choriste et Angie Stone, ce qui va être marquant dans sa carrière, c'est son physique. C'est-à-dire que quand elle est très jeune, elle est mince, elle se découvre une maladie à la vingtaine après sa première grossesse et elle prend du poids. Ce qui est pas grave en soi, on en prend tous, on en perd, enfin, c'est pas le souci. Sauf que dans le regard de l'industrie, elle a un peu le côté bonne amie de tout le monde. You know, I think I'm everybody's big sister. Ce qui va peut-être choquer certaines personnes, c'est pas une attaque. Je suis pas en train de dire que quand tu es grosse, dark skin et pas forcément dans les codes de très fin de l'industrie, en fait, tu n'es pas vu comme une menace, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que Angie Stone, son physique n'est pas vu comme une menace. On la voit comme une choriste et c'est pour ça que du coup, tout le monde l'aime bien. Elle est toujours dans les petits deals, on l'appelle à chaque fois. Elle a une bonne oreille, mais elle fait peur à personne, donc du coup, tout le monde peut l'appeler. I mean, I've helped managers, Kedar Master, but Erykah Badu, Erykah will tell you, Kedar was there and they came to me and said, what do you think about her? C'est pour ça, par exemple, qu'elle est toujours dans les bons cercles. En 88, on lui envoie la démo de Mariah Carey. Le mec qui veut signer Mariah Carey à la base lui envoie la démo et lui dit, franchement, Angie, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que cette meuf-là, je peux travailler avec elle ou alors est-ce que je devrais plutôt la laisser un gros label? Et Angie lui dit non, c'est un vrai talent, laisse-la un gros label. Toi, tu peux rien faire avec elle. Mais elle n'abandonne pas son envie de faire carrière solo. Elle fait un groupe de funk R&B qui va s'appeler Matronix, qui ne marche pas trop. Ensuite, dans les années 90, là, elle a une petite percée parce qu'elle est la leader d'un groupe de R&B plutôt moderne qui va s'appeler Vertical Hold. Et c'est là que le public commence à découvrir plus sa voix grave, rocailleuse, maîtrisée, soulful. J'ai remarqué que c'est devenu mon mot phare. Réécoutons. La voix d'Angie Stone, c'est vraiment ça. C'est soulful, quoi. Dans ce groupe, elle est avec le choriste de Lenny Kravitz. Elle rencontre Lenny Kravitz qui l'adore et qui la trouve super talentueuse et qui trouve qu'elle est vraiment couillue pour une femme qui a pas du tout le physique de l'industrie. C'est-à-dire que, on la prend comme choriste par-ci par-là, on sait qu'elle est bonne, mais pour eux, il y en a des centaines comme Angie. Ils savent qu'elle va pas percer parce que, elle ressemble pas à Whitney, elle ressemble pas à Mariah Carey. Elle fait un peu limite tantine. Elle fait des chœurs pour Vanessa Paradis, pour Mary J. Blige. D'ailleurs, Mary J. Blige, on l'amène carrément chez Angie Stone parce que vous savez que Mary J. Blige, souvent avec la justesse.
c'est pas trop ça. Donc on la met chez Angie Stone en lui disant Angie, toi tu es très parfaite. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous reteniez. Angie Stone, c'est pas une chanteuse extravagante, mais alors la justesse, c'est-à-dire que vous entendez son oreille quand vous l'entendez chanter. Donc elle sait poser sa voix. Donc on lui a dit Mary J. Blige, là, est-ce que tu peux essayer de faire en sorte que ce soit un peu plus net? Et apparemment elle a pas trop réussi. Mais en tout cas, Mary J. Blige y est quand même passée. C'est-à-dire que dans ces années-là, bien sûr, il y a la passion. Mais malgré tout, c'est dur pour elle. Dur pour elle jusqu'au jour où elle tombe justement sur un jeune homme de 19 ans dans un studio d'enregistrement. Ce gars-là prépare son premier album, il travaille un peu, il s'appelle Michael. Il n'a pas beaucoup confiance en lui. Ils ont 12 ans d'écart, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle a 31 ans. Nous sommes en 94, mais bizarrement, il y a une alchimie qui naît. Ils commencent à souvent se retrouver en studio pour travailler, à faire... Il y a une complicité qui naît entre les deux. Le gars commence aussi à faire ses classes dans l'industrie et à travailler son son. En 94, vu que ce garçon s'appelle D'Angelo, il a son premier succès dans l'industrie avec le titre You Will Know. Et dans l'effervescence de cette alchimie musicale, il y a des papillons qui naissent, le regard, l'amour arrive entre les deux. Un amour qui semble impossible parce que là, elle a 32, 33 ans, lui, il a 21 ans. Mais ils s'aiment et cet amour va complètement bouleverser leur vie. When I met D'Angelo, he just needed real support. She was the cheerleader and she just made it easier for him. D'Angelo, c'est pas du tout un gars qui a confiance en lui. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent bien sa carrière, ça explique beaucoup de choses. C'est quelqu'un de talentueux, mais pas forcément qui aime être mis en avant, qui l'assume totalement, et qui se trouvait pas spécialement beau. D'ailleurs, Angie Stone au début dit qu'elle est la seule à voir qu'il est beau, parce que les gens disent que bon, voilà, c'est un gars un peu classique. Before he became famous, nobody saw him the way that I saw him. Et dans l'élaboration de l'album, elle est avec lui chaque jour. Il y a beaucoup de chansons qui, selon elle, sont quand même inspirées de leur amour, même si effectivement le titre Brown Sugar fait référence à un autre sucre. On l'entend d'ailleurs, vu qu'ils ont coécrit ensemble sur plusieurs chœurs, notamment la chanson Jones in My Bones. Et donc, il y a une alchimie affective très forte entre les deux. Et d'ailleurs, le jour de la réalisation de la pochette de l'album iconique Brown Sugar, c'est elle qui a l'idée à la dernière minute de lui dire « Non, 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 je vais te faire des tresses ». C'est-à-dire qu'elle vient et elle décide donc de lui faire les fameuses tresses que certaines femmes là, peut-être les plus jeunes là, elles vont pas vous dire, elles en étaient folles. Elles vont devenir totalement folles de la coiffure de D'Angelo d'ailleurs. D'un coup là, ça me manque. Mais la coiffure de D'Angelo, c'est Angie Stone qui arrive à la dernière minute et qui décide donc de tresser D'Angelo. C'est pas quelque chose de prévu. Elle prend justement, parce qu'elle n'a pas suffisamment de cheveux, des rajouts pour pouvoir les lui faire. Et quand elle les lui fait, en fait le label adore, tout le monde adore, et on lui fait la photo. Et ça devient son look, tout le monde le trouve merveilleux. En plus, l'album va vraiment propulser le mouvement qu'on va appeler le mouvement néo-soul. D'Angelo va devenir une icône avec des chansons comme Lady, Cruising, la manière dont il entre dans Cruising, oh Seigneur, là je suis obligé, je suis vraiment désolé. C'est biblique, c'est biblique. C'est-à-dire que je pense que des fois Dieu se cache dans les studios d'enregistrement et il souffle aux artistes, fais ça, c'est ça, parce que c'est pas possible autrement. Mais en tout cas, Dieu n'était pas le seul avec D'Angelo dans l'enregistrement de Brown Sugar, parce qu'il y avait effectivement Angie Stone, et Angie Stone qui le soutenait moralement dans leur relation affective, et l'album explose et D'Angelo devient cette superstar. Et d'un coup, au moment où D'Angelo devient cette superstar, on veut savoir la meuf avec qui D'Angelo est, et les gens ils regardent, ils se disent attends, les calculs sont pas bons, Kevin. Notre propos de départ, surtout les femmes, et je précise parce que le public du R&B c'est souvent un public féminin, faut jamais l'oublier. Donc en fait, il y a un rejet brutal de ce que Angie Stone représente. C'est-à-dire que c'est pas la femme qu'on veut voir avec un jeune homme aussi beau. En plus, il y a un écart d'âge. C'est-à-dire que lui, il a 22, 23 ans. Elle est déjà à 35 ans. Elle est pas vieille en soi. Mais au-delà du fait qu'elle soit pas vieille, quand les gens la voient, ils se disent, si elle avait été light skin, yeux bleus, sexy, genre si elle ressemblait à Beyoncé aujourd'hui avec D'Angelo, tout le monde dirait, waouh, bien sûr, D'Angelo, bravo. Tout le monde féliciterait D'Angelo. Wow, bravo, mon gars. Mais quand ils voient Angie Stone, ils disent, mais c'est la bonne copine. Pourquoi est-ce que t'es avec elle en fait? Sauf que il y a quand même de l'amour. Il y a de l'amour, il y a une alchimie musicale et tout. Ils sont en studio, ils écrivent des chansons, elle le pousse, ils font des chansons pour d'autres artistes. C'est-à-dire que il y a un amour qui est vécu, qui progressivement donc va être
brisée par l'industrie musicale. The minute that he became a superstar that showed his body, a lot of people were mad. You know, when it came out publicly that she and D'Angelo were together, she got a lot of backlash. Les attaques contre Andy Stone sont incroyablement violentes de la part du public, et c'est tellement violent de la part du public qui, c'est intéressant, sont beaucoup de femmes noires, et c'est souvent intéressant parce que beaucoup de femmes qui attaquent Andy Stone, faut vous rappeler de ça, ressemblent à Andy Stone. C'est pas non plus, beaucoup de femmes noires ressemblent à Andy Stone, en fait, c'est pas un crime, mais en fait elles attaquent Andy Stone parce qu'elles se disent, mais pourquoi est-ce que elle va avoir ce gars-là que nous on ne peut pas avoir? D'Angelo kind of evolved into a sex symbol, especially with How Does It Feel when he had the video where he was naked. At that point, all the women want your man. Donc du coup, il y a une sorte de déferlante de haine contre elle qui va faire en sorte que le label se dise, bah c'est mieux que on les voit pas trop ensemble. I feel like managers had their hand in making sure that this union did not prosper. Donc progressivement, on va moins les voir ensemble. D'ailleurs, elle raconte un événement qui est assez frappant. Elle dit que ils sont en train d'aller à une soirée de remise de prix. Et bah en fait, à un moment dans la soirée de remise de prix, elle est censée arriver avec D'Angelo. Vers l'arrivée à la soirée, on demande à D'Angelo de changer de voiture. Elle se demande pourquoi est-ce qu'on demande à D'Angelo de changer de voiture. Et en fait, c'est parce que D'Angelo doit arriver sur le tapis rouge avec Vivica Fox. Et c'est ce que je vous dis. Quand vous comparez les âges, Vivica et Andy Stone ont le même âge, en vérité. Donc c'est pas une question d'âge. C'est que Vivica, à l'époque, ça fait la star, sexy, on se dit D'Angelo, voilà. Et Andy Stone, ils se disent, ouais, mais ça va envoyer l'image de Conchita. Et on la dégage. Dans la même mouvance, dans ces années-là, autre épisode traumatisant avec Madonna qui fête ses 39 ans. Andy Stone est enceinte, elle accompagne son chéri D'Angelo aux 39 ans de Madonna, et elle se rend compte que bah, même si on l'a présentée en tant que la copine de D'Angelo, Madonna n'en a rien à foutre. Madonna demande à D'Angelo de chanter pour elle, et après elle se jette sur D'Angelo, elle l'embrasse et tout. Voilà, vous savez qui est Madonna. Elle est spécialiste des agressions sexuelles. C'est son travail de faire des agressions sexuelle que tout le monde tolère parce que c'est Madonna. Mais en tout cas, elle l'embrasse de force, et en fait, Andy Stone dit que bah, je me sens super mal à l'aise parce que j'ai l'impression que toute personne ne respecte cette relation, et progressivement, donc du coup, la pression de l'industrie va complètement défaire leur lien, même s'ils vont avoir leur premier enfant en 98 et qu'ils vont encore travailler ensemble justement jusqu'à l'album Voodoo. Andy Stone va commencer à sentir qu'il lui manque de respect, il s'éloigne d'elle, elle est trompée, abusée, et donc finalement l'industrie aura détruit ce qui semblait être quelque chose d'extrêmement, et c'est un mot qu'elle a utilisé que j'ai trouvé joli, pur au début. Once we fell in love, it almost like he had a spell on me. Même si elle subit tout ce rejet de l'industrie par rapport au grand public, le fait qu'elle ne soit pas vue directement comme une menace la place toujours dans un truc où les artistes l'invitent en tant que choriste. Lenny Kravitz l'a fait venir sur Five en tant que choriste. Quand il faut lancer Erykah Badu au début dans le mouvement Neo Soul, justement, après D'Angelo, on lui demande Erykah Badu, ça peut être pas mal. Elle dit ouais, j'aime bien. Quand il faut lancer Maxwell, parce qu'en fait Maxwell, elle révèle que Maxwell à la base c'est un artiste qui était censé copier Michael Jackson. Et c'est intéressant parce que quand vous écoutez Maxwell chanter, c'est vrai que il aurait pu. Et finalement, quand D'Angelo fait son album, elle dit qu'on change la DA de Maxwell. Mais comme elle était proche de D'Angelo, on vient lui dire qu'est-ce que tu en penses? Et elle encore, elle dit big up, go for it. Sauf que finalement, tout le monde vient lui demander ça parce qu'on se dit toujours que bah toi, franchement, les meufs là, elles t'aiment pas. Donc du coup, tu vas toujours rester derrière. C'est quelque chose qui la travaille. Mais elle n'abandonne pas. Elle se dit toujours que je vais faire carrière. Et je tiens à vous dire que se dire qu'elle va faire carrière après tout ce qu'elle subit est pas évident. C'est pas contre elle parce qu'en réalité elle est jeune, à 36-37 ans dans l'industrie musicale déjà à ce moment-là. C'est un séisme en fait. Finalement les gens la prennent pour une folle. D'ailleurs Lenny Kravitz dans son message récent dit, quand elle racontait ça, je me suis toujours dit mais quelle force mentale incroyable elle a. Et il ne croyait pas si bien dire. Parce qu'à partir de 97, elle a une chanson Everyday dans une bande originale. Le titre a un bon buzz et c'est à partir de là, dans la montée du mouvement néo-soul, que Clive Davis finalement se dit « Je vais miser sur cette femme ». Oui, c'est vrai que ouais, elle va arriver dans la quarantaine et tout, mais elle va incarner quelque chose dans ce mouvement-là qui sera différent des autres. Elle est super talentueuse, il y a quelque chose à faire avec elle, donc je vais miser sur elle. Et c'est donc comme ça qu'elle va enregistrer en 99 son album Black Diamond, lancé par la chanson incroyable No More Rain in This Cloud. Et là, l'album est un vrai succès pour elle. Il y a le côté aussi Black Mama, c'est-à-dire que le mouvement néo-soul revient vraiment sur le côté Black Power. C'est vraiment un mouvement qui justement peut être analysé dans une vidéo où on revient sur les racines de l'identité noire. Et donc du coup, elle trouve sa place là-dedans. C'est super bien chanté avec des titres comme Everyday, sa reprise de Marvin Gaye.
très bel album qui, d'un coup, fait en sorte qu'elle n'est plus juste la muse, elle n'est plus la meuf de derrière. Tout le monde est surpris de voir que finalement, même le public accroche avec Andy Stone. Ses concerts se vendent bien et en fait, finalement, le succès de cet album-là va scinder la fin de son rôle principal, à savoir son rôle de muse. Elle était la muse de D'Angelo finalement. C'est elle qui était la femme derrière qui inspirait et tout, et qui va inspirer, qui va encore être dans l'élaboration de Voodoo, parce qu'elle est sur la première chanson de Voodoo, Playa Playa. Quand elle commence à cartonner, le problème relationnel revient. Déjà que tout s'est filoché, mais en plus là, ils se battent sur la paternité des chansons, c'est-à-dire que D'Angelo ne veut pas partager la lumière. Quand Andy Stone raconte que oui, j'ai fait ça pour D'Angelo, ça l'énerve, parce que d'un coup, c'est comme s'il n'était plus l'ultime génie qui avait tout pensé, tout fait, tout, et donc leurs rapports vont totalement se fracturer quand son histoire d'amour avec le public va commencer. C'est la revanche ultime de la dame en laquelle personne ne croyait. Rien chez elle ne la prédestinait à avoir d'un coup un disque de platine et là tout le monde fait appel à elle. Elle fait la bande originale de la série Girlfriend aux États-Unis. Elle devient un vrai petit personnage populaire dans la communauté afro-américaine et ça va d'ailleurs inspirer, chose encore intéressante, le lancement de Jill Scott. On va se dire franchement, le public adhère à des femmes qui sont différentes dans l'industrie, donc ça ouvre la porte à d'autres femmes qui seront aussi dans ce mouvement néo-soul. Et c'est aussi là qu'Andy Stone enchaîne avec son second album, Mahogany Soul, lancé par l'excellent titre Brother, qui est devenu l'un de ses classiques, qui encore une fois est une ode hope for us by us, déclaration d'amour du Black Love. Qui va très bien marcher pour une chanteuse comme elle. Il va y avoir un remix avec Alicia Keys et Ivy E, ce qui montrait que Jill Records investissait quand même sur elle parce qu'ils espéraient qu'elle touche un public encore plus large en ramenant des chanteuses plus jeunes et plus mainstream. Le troisième extrait sera une chanson qui va devenir l'un de ses classiques, Wish I Didn't Miss You. Et l'album donc va avoir à la fois un succès critique et encore une fois un succès commercial avec plus d'1 million d'exemplaires vendus aux États-Unis et quasiment 2 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Ça devient une folie pour une chanteuse comme elle auquel personne ne croyait. Je veux vraiment que on fasse pause ici. Il faut savoir que le premier album de D'Angelo, c'est 1,5 million d'exemplaires vendus aux États-Unis en période d'exploitation. Le second, c'est 1,6. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en vérité, le mouvement néo-soul, c'est un mouvement qui vend beaucoup, mais sur une niche, et qui a un gros succès critique. C'est ça la particularité de ce mouvement-là. Ce que je veux dire, c'est que si Andy Stone vend 1 million avec Mahogany Soul, c'est incroyable en vérité pour ce mouvement-là. Et pour elle, parce que finalement, elle n'est pas censée vendre autant. Mais ça continue, elle va faire le film Finding Temptation, avec notamment Beyoncé. J'adore, je pense que pour moi, c'est une de mes chansons préférées de Beyoncé, He Still Love Me, où on entend d'ailleurs très très bien Andy Stone quand elle fait I'm not perfect. Elle prend quelque part à ce moment-là sa revanche sur l'industrie, mais ce n'est toujours pas assez. Il y a un épisode avec plein de chanteuses de néo-soul invitées chez Oprah Winfrey, India Arie invitée, tout le monde est invité, tous les chanteurs de néo-soul justement chez Oprah. La seule qui n'est pas invitée, c'est Andy Stone. Pourquoi ? Son âge, son poids, ça le fait pas à la télé. L'autre chose qui la frustre, c'est que on s'arrange toujours à la filmer de face dans les clips. C'est-à-dire que on veut pas la montrer son corps parce qu'on se dit que si on montre son corps, ben en fait, le public va trouver ça sexy. Est-ce que c'est totalement faux ? Pas vraiment. C'est elle-même qui le dit. Parce que le public fait aussi partie du jugement qu'elle a sur elle-même. Mais d'un coup, c'est quand même frustrant de savoir ce genre de choses par rapport à soi. I had Spoonie G tell me one time, I don't want no girl that's too fine because my head will be hurting all the time. I'll be stressed out because these are the chicks that you know that everybody's after. So you will get no peace. Now you get a normal, sexy chick like me that's smart, that's just average in the appearance, but above average in every other level. So I just feel like not tooting my own horn because there's more of me out there. Toutefois, elle commence l'enregistrement de son troisième album. Ce troisième album s'appelle Diary of a Soul Woman. C'est un album conceptuel où elle ramène plein de chanteuses soul. Elle fait des duos avec plusieurs chanteuses soul. Sauf que lors de l'enregistrement, encore une fois, elle se rend compte d'une chose. Alicia Keys appelle son album The Diary of Alicia Keys. Donc on la coupe en plein milieu en lui disant ça va pas le faire. Alicia Keys a déjà le titre de cet album-là, donc il faut que tu changes. Ça la saoule de fou parce que c'était son concept, donc elle est obligée de changer son album. Mais deuxième truc, c'est que D'Angelo, qui est totalement en vadrouille, déraille totalement dans sa vie,
se fait virer de son label. Et même s'ils sont en froid, il appelle Angie Stone. Elle décroche et tout. Elle lui dit ok, je vais parler de toi à Clive, on va voir ce que ça donne. D'Angelo, ça va pas, mais il cherche un contrat quelque part. On peut pas annoncer au public que D'Angelo n'a pas de contrat. Elle le fait comme ça en disant je fais une passe des son travail en fait. C'est toujours la petite meuf qui a des petits contacts par-ci par-là dans l'industrie. Sauf que quand le manager D'Angelo arrive chez D Records, la première chose qu'il demande c'est que Angie Stone dégage. Pourquoi? Parce que c'est l'ex. En fait, il voit Angie Stone comme une rivale. Si elle est là, on va pas reconnaître à quel point D'Angelo est extraordinaire. Donc en fait, eux demandent à ce que Angie Stone dégage. Et Angie Stone dit que d'un coup, elle se sent frustrée parce que elle dit j'étais chez moi tranquille, j'ai voulu les aider, ils sont arrivés maintenant. On me coupe mon budget pour mon album. C'est pour ça qu'on lui coupe son budget sur son 3e album qui va s'appeler Stone Love, même s'il est lancé par un titre avec Snoop Dogg qui va faire un beau succès pour elle, qui s'appelle I Wanna Thank You. Stone Love est un très bel album avec des titres comme You Hole que j'aime beaucoup. Remy Red que j'adore. Il y a un duo avec les Floyd Tree aussi. Mais il va beaucoup moins bien marcher parce qu'aussi c'est la fin du mouvement néo-soul à partir de ces années-là et qu'elle est beaucoup moins soutenue, ce qui va la frustrer. Et elle va décider de quitter J Records en disant que Clive Davis l'a trahi. Dans son livre The Soundtrack of My Life que j'avais lu, Clive Davis explique qu'il ne l'a jamais trahi. Selon lui, en fait, s'il avait voulu la trahir, il l'aurait pas signé du tout. Il estime que le risque qu'il a pris de la signer, quasiment personne n'aurait pu faire ça à l'époque et que pour lui, c'est juste que ça marchait moins bien et que c'est l'industrie qui a fait ça. Mais elle s'estime trahie, lésée, et elle décide donc de partir alors que Clive lui proposait de faire encore un album. Ils finissent par s'entendre pour qu'il fasse un best-of, qui sera son dernier album chez J Records. Et à partir de là, il va prendre quelques années avant de revenir avec un album en 2007 qui va s'appeler The Art of Love and War, avec un excellent duo en entrée avec Betty Wright, qui s'appelait Baby. Elle va faire à ce moment-là face au fait qu'elle n'était plus en major et le mouvement néo-soul étant périclitant, en fait elle avait quand même beaucoup moins d'opportunités de se renouveler et de retoucher un public. Il y a un album qui sort en 2009 qui va créer un séisme dans la scène R&B. Andy, j'ai une grosse pensée pour toi. Mais c'est un album qui avait fait beaucoup rire parce qu'il s'appelait Unexpected et comme vous allez le voir sur la pochette, il était unexpected. C'est-à-dire qu'elle avait complètement changé son image. Elle s'était mise sur une grosse moto. Elle avait pris Jay-Z fait. Elle avait essayé de se renouveler. Et en fait, elle l'avait pas mal pensé en soi. C'est-à-dire qu'elle s'était dit, si je reste trop dans ce truc-là, on va jamais me voir différemment. Donc, elle s'est dit, c'est pas grave, je prends un risque. J'ai pas le physique pour faire ce genre de choses. Mais j'y vais encore. C'est-à-dire que c'est Angie Stone. Elle n'a jamais peur de rien. Elle s'est mise sur la moto et tout. Il va y avoir beaucoup de critiques, beaucoup de moqueries sur le fait que l'album était plus auto-tuné. On va dire, Angie Stone, pourquoi est-ce que tu fais des chansons auto-tunées? Ça va beaucoup moins bien marcher. Mais il y a de très beaux titres dans cet album-là qui est lancé par la chanson I Ain't Hearing You. Ou encore la chanson que j'aime beaucoup, Maybe. À partir de là, dans les années 2010, elle va commencer à avoir beaucoup moins d'impact. Même si j'ai continué à écouter ses albums, à les chroniquer dans Rich Girl. J'aime beaucoup la chanson I'm Proud of Me. Dans Cover in Soul, elle fait un album de reprise de soul. Vous pourrez retrouver d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, quasiment toutes les chroniques de ces albums sur mon site. C'est une chanteuse que j'ai toujours suivie et qui a finalement continué à avoir sa ligne de conduite. Elle n'a pas été perdue par le fait de perdre l'intérêt du grand public parce que finalement elle avait déjà gagné. Elle est devenue un staple dans la scène soul. Elle a gagné plusieurs Soul Train Awards avec 3 albums quand même certifiés disque de platine à plus de 40 ans alors que personne ne l'attendait là. Elle a continué à faire ses concerts. Elle a eu plusieurs hommages encore l'an dernier. Quand elle est revenue avec l'album Love Language, il y avait Cilla Johnson qui lui a rendu hommage. Et elle avait justement perdu beaucoup de poids, elle disait qu'elle était beaucoup plus à l'aise avec elle-même. Dans cet album-là, il y a un très beau titre avec Music Soul Child qui s'appelle The Jam. Et la faucheuse l'a malheureusement rattrapée. Angie Stone, comme vous le savez, est décédée le 1er mars de cette année suite à un accident de voiture. Elle sortait d'un concert à Atlanta, elle se rendait à un autre événement, match de basketball où elle était censée chanter pour la mi-temps. Donc franchement, elle travaillait tout le temps, sa notoriété était intacte. Elle était avec 9 autres membres de son équipe. Malheureusement, c'est elle la seule qui était décédée suite à l'accident. Et
On a pu le voir sur les réseaux sociaux, c'est un essai qui a ému énormément de monde. Les déferlements de messages de gens dans l'industrie musicale sont très touchants parce qu'on voit que ça touche une très large partie de l'industrie. Il y a des artistes très très différents qui parlent d'elle, de réalisateurs qui admirent surtout ce parcours parce que c'est une des choses que je pense que vous avez retenu et qui doit forcer l'admiration chez elle, c'est qu'elle a un parcours totalement atypique. C'est la fille que personne n'attendait, qui a battu tous les codes et qui a finalement eu ce qu'elle voulait. C'est-à-dire qu'elle a eu une carrière envers et contre tout dans l'industrie musicale. Elle a eu énormément de frustrations qu'elle a à chaque fois réussi à overcome pour devenir la personne qu'elle est devenue. Et encore il y a 2 mois, elle faisait un live dans lequel elle expliquait que Universal lui avait volé tous ses droits et qu'elle était en passe de vouloir récupérer ce que Universal lui avait volé. End of the day, after 40-something years in the business, I'm like, well, why? Where are my royalties going? Because I'm not getting this. Come to find out, Universal Music has been receiving all my royalties, all my mechanicals. They've taken pretty much everything. They've stolen, I won't say stolen, but they have taken all the monies that were due to me. So I am truly a walking testimony that God has carried me all this time. Because if you only knew how much money they have taken from me, how much they have stolen from me, monies that I'm supposed to be, I should have been able to retire 20 years ago. Ça a lancé cette idée chez certains que l'industrie a peut-être voulu l'éliminer, mais en fait, je pense que, ne sachant pas exactement ce qui s'est passé, en tout cas pour le moment, ça semble être un accident et peut-être que voilà, on aura d'autres précisions. Ce que je trouve bien dans l'histoire d'Angie Stone et qui est le témoignage le plus fort de sa carrière, c'est cette histoire de vie incroyable qu'elle a et qui est inspirante pour nous tous en fait. Je regarde toujours D'Angelo avec un œil très particulier parce que dans l'histoire de D'Angelo, regardez bien, ils ont voulu supprimer la muse. Ils se sont attelés à vouloir tuer Angie Stone en se disant, si on tue Angie Stone, leur relation, en fait on aura le gars sexy qui va devenir la superstar mondiale, on va pouvoir le montrer aux filles et tout et tout et tout. Sauf que comme ça n'a jamais été vrai, on fera peut-être une vidéo sur lui, ça n'a jamais été vrai. C'était une création d'Angie Stone. Donc en fait, comme c'est elle qui l'avait, sans que lui ne sache, voilà, il a détesté cette image ensuite. C'est-à-dire que l'image qui avait été créée là, que les labels voulaient tellement, n'a jamais été une image assumée par D'Angelo. Et donc finalement, en l'éloignant elle, et lui-même en a été complice, en fait, ils ont tué leur poule aux odeurs. Mais vous voyez, moi, j'adore ce genre de chanteuse et j'adore ce genre de profil parce que je dis toujours que sur Internet, vous allez les voir faire plein de débats et tout, mais jamais ils mettent en avant ce genre de profil, notamment dans cette génération-là. On voit très bien qu'avec les réseaux sociaux, les critères de beauté de l'industrie musicale se reproduisent vu que factuellement, il y a très très peu de chanteuses qui sortent du contexte de l'industrie musicale qu'on voit péter. Donc en fait, ce n'est pas l'industrie le problème, c'est les gens, c'est notre société qui est finalement, entre parenthèses, le problème. Parce que là, vous allez tous vouloir taper sur les labels, mais quand vous regardez les artistes auxquels les gens donnent le plus de buzz sur les réseaux sociaux, très souvent, ou alors les influenceuses, vous retrouvez souvent les mêmes critères de beauté. Et c'est pour ça que je trouve que l'histoire d'Angie Stone est une sublime histoire. Et vous savez que Ashanti, c'est mon rire préféré sur Terre. J'adore Ashanti, voilà quoi. Emery, c'est mon âme sœur, mais elle n'est pas au courant. C'est des personnes que j'aime, mais en vérité, je sais aussi que je les ai aimées quand je les ai découvertes parce que elles avaient des physiques plutôt ravissants et tout. Angie Stone, c'était particulier quand j'ai découvert parce que c'est sa voix et tout, elle m'a appris des choses et tout. Et c'est pour ça que je trouve que son parcours est important. Peut-être que le titre de la vidéo va choquer certains parce que peut-être que ce sera trop laid pour réussir dans l'industrie, mais c'est une réalité que je vais mettre en avant. Pas pour la discréditer, pour montrer à quel point son parcours est important. On oublie souvent ce genre de parcours parce que voilà, on préfère se centrer sur les pop stars déjà très assises qui vont faire des discours édulcorés. Elle, par sa force, son abnégation et son art, elle a montré qu'elle était capable de retourner dans l'industrie musicale et d'avoir une place que personne ne lui aura accordée. Et en ayant derrière elle battu plein d'injures de personnes qui malheureusement lui ressemblaient, ce qui en dit beaucoup sur notre société. Bref, je vous conseille d'écouter ses albums, son œuvre parle pour elle. Si vous êtes une petite fille, si vous avez des petits-enfants, si vous avez des enfants toutes couleurs, mais notamment si vous avez des enfants noirs, contez-leur l'histoire d'Angie Stone, contez-leur l'histoire de
Carol Fredericks, contez-leur l'histoire de Martha Wash. C'est pas pour rien que je fais ce genre de vidéos. C'est pas forcément les artistes les plus populaires pour mon audience, je le sais. Mais c'est parce que je sais que ce genre de profil, et j'en vais en faire encore d'autres, ça permet de vous dire que même si la société est souvent dure avec vous, avec ce que vous représentez pour différentes choses, vous pouvez y arriver. N'abandonnez pas en fait. C'est ça l'histoire d'Angie Stone. Ça peut être cliché, mais elle est le profil parfait de vous dire que dans l'industrie américaine, à 40 ans, en étant grosse, en étant blacklistée, en ayant plein de femmes noires qui te disent que tu es trop laide pour pouvoir sortir avec un homme qui est plus jeune que toi et tout et tout et tout, en ayant tout ça, tu peux quand même te dire que je peux avoir les disques d'or, je peux rivaliser avec toutes les meufs super sexy de l'industrie et avoir une marque musicale qui reste indélébile au-delà de tout ce que ces gens ont pensé et dit sur moi. Nous avons perdu une immense dame. My mom passed away in January, and her dream was to see me get recognized for all the hard work. So, Mom, I know you're in heaven working it out. You and Dad. Qu'elle repose en paix.